Bonjour à toutes et tous et donc merci d'être, présents ce matin du 29 janvier pour, débattre des véritables enjeux de l'éducation. Cette, initiative est venue d'un constat dont nous sommes partis, d'un faible souci de l'éducation dans la campagne, présidentielle, et nous avons, décidé de faire appel aux différentes associations et syndicats pour nous rejoindre dans cette, réflexion. Donc là, nous parlons, moi je suis présidente de l'AFEF, donc l'Association pour l'enseignement du français, mais nous sommes représentants d'un collectif qui est présent ici avec, la PNEP, avec Sébastien Plancheneau, avec le GFEN, Jacques Bernardin est présent ici, avec, des représentants des différents syndicats, le SE-UNSA avec Claire Crépert, avec le SGAN-CFDT, le SNU-UPP-FSU et le SNES-FSU. Donc nous ne sommes pas simplement une représentant d'une association comme cela a été présenté dans le café pédagogique, mais représentant d'un collectif. Alors je disais qu'il y a un faible souci de l'éducation dans la campagne présidentielle. Alors cette semaine, les choses ont un petit peu bougé avec les questions des salaires, les questions sanitaires, mais ça n'est pas cela, se préoccuper de l'éducation. Et nous avons bien précisé dans le texte de présentation qu'il ne s'agissait pas simplement de parler du point de vue des représentants de l'école dans son ensemble, mais aussi de tous les partenaires de l'éducation. Actuellement, tous les discours politiques que nous entendons, que nous lisons, sont très clivés et campent sur des positions qui n'ouvrent absolument pas le débat. Donc notre débat sur l'éducation doit bien sûr impliquer tous les partenaires de l'école et bien sûr les familles qui sont les premières concernées par ces questions de l'éducation. Nous avons défini trois grands axes pour cette réflexion. Le premier axe qui est les finalités de l'école, quelle éducation pour nos enfants. Deuxième axe, quel professionnel pour cette éducation, avec notamment la question de la formation qui est une question Éducation, grave culture générale des actuellement. dépenses de maths. Et enfin, un troisième axe, celui de la Oui, gouvernance. oui. Tu as ton micro ouvert. Oh merde, pardon, excusez-moi. L'axe de la gouvernance qui va drainer les deux premiers grands axes. Et donc, nous avons défini deux débats. Le premier débat va être animé par Claire Crépert, à qui je vais céder la parole très vite, autour des finalités de l'école et de l'éducation, avec toujours la préoccupation de la gouvernance. Quelle gouvernance mettre en place pour cette éducation et cette école? Le deuxième débat sera animé par moi-même, donc sur quel professionnel pour cette école, avec bien sûr toujours la question de la gouvernance. Notre objectif est d'ouvrir le plus largement possible le débat, donner la parole et à l'issue de la matinée, de pouvoir construire un texte, de pouvoir proposer un texte de proposition qui sera rendu public, non seulement sur les médias, mais aussi aux différents candidats à la présidentielle. Voilà pour cette brève présentation et je vais céder la parole à Claire, qui va donc animer le premier débat. Claire. Bonjour donc à toutes et tous, ravie d'être parmi vous. Merci à la FEF pour cette initiative à un moment où il est vrai nous sommes un peu désespérés, même complètement désespérés, peut-être faut-il le dire, de la tournure prise par le débat autour des questions éducatives dans la pré-campagne ou campagne électorale.
Et nous sommes vraiment intéressés par cette matinée qui doit être l'occasion de nouer un débat démocratique, comme tu l'as dit, Viviane, sur les questions de fond, les vraies questions que nous devons nous poser, les grands enjeux de l'éducation et peut-être singulièrement de l'école quand même, puisque nous sommes nombreux à être des acteurs de l'école présents autour dans ce débat. Quelques règles pratiques peut-être pour nous assurer que le débat se déroule de manière assez fluide. Coupez votre micro, s'il vous plaît, quand vous ne parlez pas. Si vous avez désactivé votre caméra, pensez à la remettre au moment où vous prendrez la parole de manière à ce qu'on puisse vous filmer et qu'on vous voit quand vous vous exprimez. Pour demander la parole, vous devez, si tout va bien, avoir un bouton réaction qui se trouve dans la bande du bas de votre écran. Si vous cliquez dessus, vous avez levé la main et donc vous cliquez sur lever la main et je pourrai donc repérer qui souhaite prendre la parole et je vous donnerai la parole au fur et à mesure. N'oublierez pas, bien sûr, de réactiver votre micro au moment de parler, donc micro et caméra, si possible, au moment où vous allez prendre la parole. Au cœur de nos réflexions, il y a un projet politique au sens le plus fort du terme, un projet politique que nous devons porter pour l'éducation, en lien très étroit avec notre vision des évolutions nécessaires, peut-être même des révolutions, diraient quelques-uns parmi nous, d'une société fragmentée, inégalitaire, injuste, et qui doit affronter des défis qui n'étaient peut-être pas aussi présents dans nos esprits il y a à l'échéance présidentielle précédente, défis écologiques, défis sanitaires, défis économiques qui sont très nombreux. Donc notre premier débat, comme l'a dit Viviane, posera la question essentielle des finalités de l'école et de l'éducation, question qui est clairement peu présente et même, je dirais, totalement absente pour l'instant des réflexions programmatiques des différents candidats à l'élection présidentielle. Alors, dans notre note de problématique, nous évoquons plusieurs entrées, une école désirable, une école inclusive, une école équitable et une école du collectif et de l'autonomie réelle. Alors, nous avons 4 invités que je remercie d'avoir accepté, 4 invités à qui je vais donner la parole pour ouvrir nos débats par un court propos introductif. Puis, alors il est 9h14, nous disposerons donc de environ 1h30 pour débattre tous ensemble et à 10h45, je donnerai la parole à Laurence Decoq, que je remercie d'avoir accepté d'être notre grand témoin, chargé d'organiser les fils du débat pour une conclusion qui sera sans doute encore très provisoire. Je vais donner la parole en premier à Carla Dugo, coprésidente de la FCPE, que nous remercions de sa présence, car bon, elle n'est pas très en forme, je crois, le Covid ayant frappé, ou la Covid ayant frappé, et qui a en plus une instance nationale qui débute dans un quart d'heure. Donc, il est urgent qu'on lui donne la parole. Carla a souhaité parler de la coopération. Alors, pour la coopération au sein de la communauté éducative, coopération dans la classe, les deux peut-être, je te donne la parole pour 5 minutes. Oui, merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis confinée parce que je suis Covid+, mais ça va un peu mieux. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous. Et c'est vrai qu'à 9h30, j'enchaîne une autre instance au niveau de la FCPE nationale. Donc, je vais avoir un propos de 5 minutes. Et effectivement, c'est sur les finalités de l'école et sur l'idée de cette école réinventée que nous souhaitons, en tout cas nous, à la FCPE, et que effectivement, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative soient pris en compte pour transformer, en fait, finalement, cette école qui a besoin d'être transformée. Donc, l'éducation nationale en France est le fruit d'une histoire de bataille et l'instrument d'une promesse républicaine.
L'école est un lieu d'apprentissage, de transmission de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, mais aussi un lieu de transmission de valeurs. Dans une société en mutation accélérée, nous n'avons jamais eu autant besoin de l'école. Les organisations du travail telles que nous les connaissons aujourd'hui disparaissent. L'arrivée des nouvelles technologies bouleverse le quotidien et des métiers disparaissent. Purement et simplement, si des métiers nouveaux apparaissent, il n'en demeure pas moins vrai que l'organisation de la société s'en trouve radicalement transformée. Une déconstruction accentuée par une redistribution des cartes dans l'échiquier géopolitique du monde, la raréfaction des ressources, le changement climatique, la destruction de la biodiversité sont autant de facteurs à prendre en compte dans l'éducation. Apprendre à lire, écrire, compter et respecter autrui est aujourd'hui la ligne directrice ministérielle. Il est nécessaire d'interroger cette ligne directrice à l'aune des changements de société qui pointent. Une intelligence artificielle est aujourd'hui tout à fait capable de lire, écrire et compter beaucoup plus rapidement que l'esprit humain, tout en respectant l'humain pour peu que son programme informatique comporte ce module. L'éducation ne peut alors se résumer à cela. La lecture, l'écriture, le calcul sont pour les êtres humains des outils au service de la pensée. Nos enfants ne relèveront pas les défis du réchauffement climatique et de la révolution technologique avec de simples algorithmes. Cela ne permettra pas non plus de répondre aux questions profondes de l'utilité de chaque citoyen dans un monde de plus en plus mécanisé, puisqu'il faut pour ça interroger aussi la place du travail dans la société. Alors nous devons nous poser les bonnes questions pour espérer pouvoir apporter quelques réponses à la hauteur des enjeux. Et l'une d'elles demeure fondamentale. À quoi sert l'école ? Apprendre à lire, écrire et compter, certes, mais aussi et surtout à savoir utiliser ces outils au bénéfice de l'ensemble de la société. Lire, écrire et compter ne saurait être un projet de société s'il n'est accompagné d'une volonté farouche de former les jeunes à l'esprit critique, de donner les clés à de futurs adultes qui seront capables de faire leurs propres choix, de conduire leur destin. Cette volonté se traduit dans la nécessité pour l'école de transmettre les valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité, ensemble font un programme politique applicable à l'école. Ensemble, car la liberté individuelle en République ne peut se concevoir qu'à la condition que l'autre soit un égal. Là où il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté. Mais ces deux concepts puissants s'articulent en République autour d'un troisième tout aussi fort, la fraternité, qui n'est pas à entendre en tant que fraternité de sang, mais bien en tant que reconnaissance du caractère commun des humains, du partage d'une même humanité. Dans une société en pleine évolution, si nous voulons que les enfants d'aujourd'hui soient des citoyens conscients, capables de faire leurs propres choix, capables d'esprit critique et en mesure d'affronter les enjeux du monde que les adultes leur laissent en héritage, alors il nous faut repenser l'école à l'aune de ce qui est inscrit sur son fronton. Et je continue parce que je n'ai pas fini. Voilà, donc ça c'était une petite grande introduction, mais pour un exemple, donc lors de notre dernier congrès à Albi, la FCPE et l'ensemble de ses partenaires avons écrit un manifeste destiné à dessiner les contours de l'école réinventée que nous voulons pour nos enfants. Une école qui permette à chacun de se connaître et de trouver sa place dans le monde en cultivant l'estime de soi et des autres, en développant le sens critique, l'esprit d'initiative et le goût de l'expérimentation, en encourageant la prise de risque, la confrontation aux incertitudes et l'acceptation de l'erreur. Une école qui incite à reconnaître l'autre, à respecter le vivant, permettant d'évoluer vers plus de conscience collective et d'intelligence partagée en associant le penser, le faire et le ressentir, en valorisant toutes les formes d'intelligence, en respectant les spécificités et les rythmes de chacun. Une école qui mobilise l'engagement et l'expertise de la société et l'implique dans ses missions pour contribuer en priorité à lutter contre toutes les formes de maltraitance, résoudre collectivement les dysfonctionnements et les conflits, faire vivre la citoyenneté et l'esprit civique. Plus précisément, nous voulons d'une éducation pour nos enfants qui permette l'épanouissement de chaque élève pour que chacun trouve sa place dans la société en accord avec ce qu'il est. Une éducation qui s'appuie sur des enseignements respectueux des rythmes des enfants et de la diversité des formes d'intelligence. Une éducation qui prend en compte l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et en prenne soin. Une éducation qui s'inscrit dans un projet collectif et d'intérêt général. L'école est ce que nous avons tous en partage. Elle doit donc être au cœur d'une rénovation pacifiée de notre modèle social. C'est pourquoi la FCPE, forte de son expertise dans le domaine de l'éducation,
porte le projet d'une école réinventée pour donner aux enfants de ce siècle les clés d'un avenir possible et l'espoir de sauver leur futur. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci Carla pour cette intervention et cette présentation, certes très rapide, hein, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps si nous voulons pouvoir ouvrir les débats, de votre projet d'école réinventée, tel que la FCPE l'a construit, où les valeurs effectivement tiennent une place importante, hein, on a entendu, et j'ai entendu un nombre de fois assez important le mot collectif, qui reviendra sans doute dans d'autres prises de parole. Jacques Bernardin du GFEN va enchaîner sur cette intervention de Carla et revenir sur quelque chose que Carla a aussi abordé dans son introduction, la logique des fondamentaux. Il me semble que tu voulais parler de cela, qui impose une vision étriquée des savoirs, qui pourrait peut-être même être un empêchement à entrer dans des savoirs riches pour tous les élèves. À toi, pardon, Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Il est tout à fait intéressant d'avoir ce débat face à l'échéance électorale qui nous attend. Et il nous faudra sans doute revenir dans la discussion sur la question des rythmes individuels et la question des formes d'intelligence. Mais je voudrais démarrer peut-être le débat par un rapide bilan critique. Il me semble que la politique actuellement suivie nous permet, comme un miroir grossissant inversé, de voir là où on souhaiterait être. Prioriser les fondamentaux, il me semble que c'est prôner un appauvrissement des contenus à enseigner, c'est inciter à restreindre les domaines disciplinaires dans une conception par ailleurs crispée des dits fondamentaux, aujourd'hui fortement réduits à des combinatoires qui piègent les élèves dans des mécanismes peu stimulants, qui les épuisent et dont ils peinent à sortir. On nous a vendu l'idée que ce serait au nom des 100% de réussite. Quels en sont les effets? Les résultats, en fait, régressent en tout domaine. Il faudrait aller revisiter dans les détails, mais le temps nous manque pour ça, des enquêtes internationales, PISA, TIMSS sur le niveau en mathématiques et en sciences de 2019, ou encore sur le rapport du Sénat de novembre 2021. Alors tout ça s'est fait à l'adresse de l'opinion publique au nom de la science. Sauf qu'à ne considérer les élèves que comme des cerveaux à reprogrammer, l'approche prisée par les neurosciences élude la question sociale, notamment l'effet des modalités de leur socialisation initiale sur le sens des apprentissages. D'un côté, ce qui peut motiver les élèves, de l'autre, leur façon d'appréhender les objets d'études, plus ou moins en phase avec les attendus scolaires. Bien des travaux sociologiques, on pourrait évidemment en prendre appui sur celui des travaux coordonnés par Bernard Lahire en 2019, confirment que les élèves ont des expériences très contrastées en matière de culture écrite. De façon implicite, cette fois-ci, qu'est-ce qui pourrait bien inspirer, voire justifier cette option restrictive des contenus? Je verrai au moins 2 points. Cette idée des fondamentaux renvoie à une vision péjorée des élèves. Est assis sur cette idée que certains enfants auraient de faibles moyens, il faudra donc leur livrer de petits savoirs avec parcimonie et dans une logique d'apprentissage linéaire et cumulative sous la coupe réglée du maître. Deuxième chose qui pourrait justifier, avec tous les guillemets possibles, une telle approche, c'est une faible ambition éducative, notamment pour ceux destinés aux emplois précaires et peu qualifiés, tels les emplois de service. Le politique cynique
peut imaginer que de faibles contenus peuvent suffire amplement, d'autant qu'on demandera à ces futurs salariés, on leur demandera d'abord et surtout de respecter autrui. Je rappelle quand même qu'en 82, 40% des employés étaient non qualifiés. En 2019, ce sont les chiffres de l'INSEE, ils étaient 48%. Et que 25% environ de l'ensemble des emplois sont des emplois non qualifiés. C'est une constante historique d'une bourgeoisie qui a toujours cherché à freiner l'accès à l'école, d'abord l'accès aux mêmes structures et aux mêmes possibilités, et ensuite qui a joué avec le jeu des filières et des options, et aujourd'hui dans un embrouillamini des filières et du cursus et l'individualisation qui nous rejoue cette approche d'une école soi-disant ouverte à tous, en fait profondément ségrégative. On assiste donc ainsi à un dépouillement des ambitions fondatrices de l'école publique qu'il nous faut réaffirmer. Sans être totalement indifférent à la formation professionnelle, l'école ne peut être soumise au seul diktat des besoins de l'économie, servir de garde-triage reconduisant un ordre social injuste, sélectif et hiérarchisé. Elle a d'abord et essentiellement pour mission, au moins jusqu'au terme du collège, de former la personne et le citoyen. Donc, je plaiderai ici pour une démocratisation élargie. Ouvrir l'école à tous a été un juste combat. Il nous faut désormais viser la démocratisation de l'accès au savoir, à la culture. Il ne s'agit pas de réparer l'ascenseur social en promotionnant quelques rares échappés du peloton, mais de former plus l'ensemble de la population scolaire. C'est non seulement possible, mais souhaitable. Pourquoi? Former plus parce que la complexification de la société, l'évolution incessante des métiers, la multiplicité des enjeux de toute nature appellent à davantage de formation pour répondre aux exigences contemporaines. J'en citerai au moins 4. Pouvoir continuer de se former, de s'informer, participer au débat de son époque exige une solide formation initiale. L'accès immodéré au flux d'informations nécessite des capacités de lecture expertes afin de pouvoir choisir, trier et interpréter les données avec une certaine distance dans l'attention à la fiabilité des sources. Faire face, c'est mon troisième point, aux multiples problèmes du quotidien, mais aussi comprendre l'interdépendance des phénomènes, qu'ils soient environnementaux, scientifiques, géopolitiques, etc., nécessite de former à l'approche de situations complexes. Enfin, face au clivage d'une société constituée en archipels, manipulée à l'envi par les techniques marchandes ou les discours démagogiques, il faut que l'école exerce tous les élèves au recul critique, notamment par la pratique du débat argumenté. Former plus tous les élèves, disais-je. Se référer à l'égalité des chances, faire référence au mérite, c'est nier le poids du social dans les opportunités et les destinées des élèves, c'est finalement ne rien changer et pérenniser l'existant. A contrario, viser une démocratisation élargie répond aux exigences d'aujourd'hui dans un souci de justice sociale qui reprendrait un peu les propos ici de Vallon à la sortie de la guerre dans une France en pleine à genoux et en pleine reconstruction en 1947. Une telle visée nécessite donc un choix politique concrétisé par des mesures structurelles. Ce sont des moyens en poste, la revalorisation des salaires, principe de mixité sociale et scolaire, des formations conséquentes. Mais je pense qu'Adrien viendra suppléer mon propos largement sur ces points-là. Mais aussi, au-delà de ces choix politiques et de ces mesures structurelles, par des orientations pédagogiques qui conjuguent une vision forte des élèves et une approche ambitieuse des contenus. L'éducation ne souffre pas de trop de savoir, mais d'un excès de mal appris. Je m'arrêterai là.
Merci Jacques pour cette formule de conclusion très forte. L'école ne souffre pas de trop savoir, mais de trop de mal appris. Et donc cette défense très incarnée, très portée par ton discours, hein, d'une démocratisation élargie à l'opposé de la méritocratie et du discours sur l'égalité des chances. Oui, je pense que Adrien Martinez du SNUIPP-FSU va pouvoir enchaîner très, très naturellement sur son propos au tien. Adrien va parler de la force du collectif dans les apprentissages et revenir sans doute sur l'individualisation, ce que fait l'injonction à l'individualisation des parcours et des apprentissages à nos élèves, à nos enfants, aux jeunes et à notre école. Et peut-être aussi, d'ailleurs, même pas peut-être, à notre société. Adrien, je te donne la parole. Ouais, je fais un petit test micro au début. Ça marche, parce que je comprends. Ça marche. Ok. Oui, non, oui, effectivement, mon propos va se situer un petit peu dans la veine de celle de celui de Jacques, parce que une école désirable sera nécessairement une école qui mettra au cœur de son objectif la démocratisation de la réussite scolaire, et donc la lutte contre les inégalités scolaires. Alors que, à contrario, on constate depuis 20 ans une augmentation de ces inégalités et du poids des déterminismes sociaux dans la réussite scolaire. Et pour tenter d'éclairer un petit peu cette question-là, je vais commencer par évoquer 2 souvenirs de mon quotidien d'enseignant, et peut-être même conclure sur ça, puisque 5 minutes c'est quand même relativement court. Et si j'ai le temps au final d'essayer d'amener quelques conclusions peut-être exploitables à partir de ces 2 souvenirs. Et puis comme je suis effectivement le syndicaliste de service dans ce panel, il va falloir que je m'attaque à la question des moyens. Bon, mais voilà, j'y vais. Donc, mon premier souvenir que je voulais évoquer ici remonte à quelques jours après le 16 mars 2020. Vous vous souvenez, ce moment où la crise sanitaire a conduit au confinement de toute la population et à la fermeture des écoles. Pour faire une allusion à la question de la gouvernance, je rappellerai qu'à cette époque, le ministre avait annoncé que tout était prêt pour le maintien de la continuité pédagogique. Les infrastructures étaient, je cite, dimensionnées en conséquence. Le seul petit problème, c'est que des gens se sont connectés et donc ça n'a plus marché. Mais comme toute la profession à ce moment-là, j'ai maintenu le contact avec les élèves, avec mes élèves, avec les familles, envoyer du travail, communiquer par mail, texto, visio, enfin multiplier les outils de maintien du lien de l'école que je représentais avec ces élèves. D'ailleurs, à cette époque, sur le site EduScol, on pouvait dire que l'objectif de continuité pédagogique était de maintenir les acquis déjà développés, d'acquérir des compétences nouvelles, le professeur pouvant recueillir les besoins d'un élève et répondre de manière individualisée et personnalisée grâce aux outils qu'il a à sa disposition. Blanquer surenchérissant à ce moment-là en disant que, se félicitant du fait que l'enseignement à distance pourra permettre une plus grande individualisation. Un soir, je reçois un texto d'une mère qui m'appelle au secours parce que son enfant n'arrive plus à se mettre au travail. Puis, quelques jours plus tard, un coup de téléphone d'une autre mère qui me raconte combien son enfant renonce vite devant des consignes qui lui paraissent si claires, qui me demande comment je fais en classe. Et là, ça surgit l'idée qu'en fait, ce que je fais en classe, c'est le fait d'être en classe. C'est le fait d'avoir un collectif qui permet de supporter l'exigence de rentrer dans les apprentissages. Et ces élèves, tout seuls devant leur ordinateur ou devant leur téléphone portable, avaient perdu cette aide que constituait le collectif. Le deuxième souvenir que je voulais évoquer se situe aussi dans cette période-là, mais un peu plus tard, en mai 2020, en gros 3 semaines après le retour à l'école, retour partiel, parce que seulement un tiers de mes élèves étaient revenus, les 2 tiers continuaient à travailler en distanciel. Une enfant, à un moment donné, demande la parole, après plusieurs heures de travail individuel et collectif, afin de fabriquer un exercice de lecture pour les élèves restés en distanciel. Elle regarde le tableau, l'air pensive, et puis se dit « C'est fou, si on avait été tout seul, jamais on aurait réussi à faire ça. »
Et ça, c'est l'exercice, ce texte à trous, cette closure, qui effectivement était très pertinent. Mais c'était surtout des heures de travail concentrées ensemble à réfléchir, débattre, argumenter, ce que permettait la classe et ce que ne permettait pas le travail individuel confiné. Donc, pour donner quelques conclusions, je dirais que la confrontation de ces deux souvenirs, qui j'espère sont pas que les miens, mais qui sont un commun des enseignants et des enseignantes, de cette confrontation, on pourra conclure que la structuration collective de la classe est indispensable, tant elle permet de maintenir liés à la chose scolaire et à une même exigence d'apprentissage pour toutes et tous les élèves. Et dès que cette structuration collective est absente, ces élèves s'en éloignent. Car lorsque l'élève est conduit à être dans un rapport individuel à ses apprentissages, ce qu'on a vécu dans cette période de confinement, qu'on peut décrire comme une individualisation des apprentissages poussée à l'extrême, poussée à son paroxysme, mais l'élève fait seul avec ce qu'il a, et uniquement ce qu'il a, sans le possible recours à ce collectif qu'institue l'école. Et c'est vrai du point de vue notionnel ou culturel, comme pouvait l'évoquer Jacques, mais c'est vrai aussi du point de vue motivationnel. Pour appuyer le propos, je dirais que dans cette période de confinement, dont on a constaté l'augmentation des inégalités scolaires, et donc je disais qu'il était une situation d'individualisation poussée à son paroxysme, une expérience a été faite du fait qu'être seul face aux tâches scolaires, être seul face aux apprentissages, n'est en aucun cas la solution, et peut-être même fait-elle partie du problème. En tout cas, des parents de mes élèves s'en sont rendus compte. Et on pourra dire aussi que le collectif, lui, institué par l'école, n'est pas le problème, et parfois la solution, en tout cas une élève l'a dit. Pourtant, depuis 20 ans, la promotion de l'individualisation des parcours et des apprentissages est la marque de fabrique d'un certain nombre de politiques éducatives menées, dont Jean-Michel Blanquer en est un des représentants. Ça s'est traduit par la multiplication de dispositifs d'individualisation, comme le rappelait le CNESCO dans un rapport de 2015, il me semble, alors que dans le même temps, on a constaté une augmentation des inégalités scolaires. Pour le dire plus précisément, le CNESCO pointe l'accumulation de dispositifs de suivi individualisés sur ou en dehors du temps scolaire depuis la fin des années 90. Ces dispositifs d'individualisation, qui sont mobilisés quasi exclusivement pour les élèves en difficulté, très majoritairement issus des milieux populaires, excluent ces élèves des dynamiques permises par le collectif, de l'expérience de savoir comme produit de l'activité collective. Et à cela s'ajoute très souvent le renoncement au même niveau d'ambition pour toutes et tous, ce qui conduit à terme à des différences de cursus scolaire qui sont au final socialement déterminées. Plutôt que de s'entêter à poursuivre ces politiques qui ont aggravé les inégalités scolaires de façon conjuguée avec la faiblesse des moyens, il faudrait rompre avec ces logiques pour permettre la démocratisation de la réussite scolaire. Et cela ne veut pas dire avoir un regard indifférent ou indifférencié sur l'hétérogénéité scolaire, culturelle, sociale des élèves, mais si on se rappelle que plus la moitié de nos élèves sont issus des milieux populaires, et que ce sont eux qui subissent le caractère inégalitaire de notre système scolaire, mais à contrario, il faudrait faire le pari, appuyer sur de belles réussites, comme celle des mouvements pédagogiques, des expériences coopératives, faire le pari que l'hétérogénéité peut être une force et que le collectif est un bien meilleur outil pour permettre la réussite de toutes et tous. En gros, ça serait faire le pari qu'une école qui nous reste à construire se doit de garantir la même ambition pour tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, et que le collectif sera un des moteurs de ce projet. Je crois que j'ai à peu près fait mes 5 minutes et je me rends compte que j'ai pas du tout parlé des moyens. Bon, peut-être que j'en glisserai quelques mots dans la discussion plus tard pour éviter de me faire taper sur les doigts. Je vous remercie. Alors, je n'ai pas l'habitude de taper sur les doigts de personne. Mais oui, bien sûr, vous pourrez reprendre la parole dans le débat ensuite et évoquer effectivement les conditions nécessaires sans doute à la réussite de ce pari de l'hétérogénéité et de l'apprendre ensemble, de la construction collective des savoirs.
Christine Passerieux va conclure cette introduction par nos 4 intervenants. Christine, donc, qui a produit de nombreux ouvrages, en particulier consacrés à la maternelle et à une conception culturelle des apprentissages en maternelle. Là aussi, sans doute, une question de démocratisation de l'accès au savoir. Christine, à toi la parole. Christine, il faut mettre ton micro. Oui, effectivement, excusez-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je reviens sur ce que je disais. Bonjour à tout le monde et merci pour cette initiative. Effectivement, l'école maternelle a toujours occupé une place un peu singulière. On parle de ses spécificités et elle a été longtemps la vitrine du système éducatif sans que l'on s'interroge beaucoup sur ce qu'elle pouvait produire, en particulier de réussite ou d'échec, d'accès à des savoirs culturels ou non. Et la chose continue puisque actuellement, il est, en tout cas dans les textes officiels, beaucoup question de bienveillance, d'épanouissement individuel, mais il y est très peu question de culture. D'ailleurs, le terme n'est pas employé et le terme de savoir ne l'est pas non plus, pas plus que celui de discipline. Tout cela peut se discuter, mais cela interroge sur les missions que l'on confie à la dite école maternelle. Cela renvoie aussi à cette idée que finalement, la culture scolaire serait naturellement partagée par tous, ou n'était que apprentissage technique et utilitaire tels qu'ils ont pu être définis précédemment, comme les fameux fondamentaux dont parlait Jacques. Or, il s'avère que pour plus de la moitié des élèves scolarisés en maternelle, cette culture scolaire est étrangère, parfois, et cela perdure parfois tout au long de la scolarité. C'est-à-dire que ce que je vais dire sur la maternelle concerne sans doute l'ensemble du système éducatif, tout en prenant un caractère particulier lié au fait que cette école est la première école. On pourrait d'ailleurs discuter de son appellation de maternelle. Ce qui veut dire que le combat pour l'égalité est à mener dès l'entrée en petite section, c'est-à-dire dès les premiers pas dans ce système éducatif, et de façon à ce que l'étrangeté au nouveau milieu ne soit plus imputée, comme il l'est actuellement, soit à des motifs psychologiques, soit à l'origine socioculturelle des élèves, mais bien pensée comme acculturation ou non au système scolaire, mais pas seulement, puisque effectivement, c'est un moyen et pas une fin en soi que d'aller à l'école. Donc, en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que les réponses actuellement données, non seulement semblent inopérantes, mais en plus renforcent les inégalités en ne prenant pas en compte les différences, soit en les sous-estimant, soit en les surestimant. Donc, il me semble qu'il y aurait 3 priorités à définir pour changer ce que l'on pourrait appeler le désordre des choses, qui n'est pas un désordre, mais bien entendu une volonté politique de continuer à ségréguer dans le milieu scolaire. La première des choses serait peut-être de tenter de comprendre ce qui fait différence entre les enfants, plutôt que de les appréhender comme étant naturels et en tant que tels difficiles à réduire. On a des outils pour cela, tous les travaux de la recherche convergent pour montrer que ces différences s'inscrivent dans la représentation culturelle, donc construite dans les milieux familiaux, représentation de l'école, du point de vue à la fois de la place que les enfants auraient à y occuper dans ce nouveau milieu, de l'attitude qu'ils auraient adoptée, à la fois stable et écoute, attention, etc., et changeante en fonction des lieux, en fonction des jours et en fonction des heures, etc., du sens à donner aux activités et particulièrement des pratiques langagières dont on sait qu'elles sont extrêmement discriminantes. C'est donc un changement radical de posture qui est attendu, un changement de rapport au monde, et pas le début
d'un cumul ou d'une accumulation, comme le disait Jacques tout à l'heure, de savoir-faire dépourvu de signification pour plus de la moitié des enfants. Donc on voit bien que la tâche est énorme, qu'elle ne peut pas s'improviser et que il faut l'aborder dans sa complexité en tenant compte évidemment de l'âge des enfants. Ce qui n'est plus du tout le cas, c'est-à-dire que les mesures actuelles, par exemple, l'arrivée de la phonologie en petite section est un contresens majeur, puisque encore faudrait-il avoir que les enfants aient constitué la langue en objet d'étude pour s'attaquer à ce genre de problème. Donc, pas de naturalisation, et du coup se pose la question de la perception que l'on a des capacités ou non des élèves. L'école, y compris maternelle, en tout cas si elle doit être une école, ne peut être réellement démocratique que si elle affirme, et pas seulement en tant que principe, mais dans des actes, une égale capacité de tous les enfants à apprendre. C'est-à-dire dans ce principe fondateur que les différences entre les enfants ne sont en rien naturelles, mais sont bien un construit social et culturel. Et c'est bien pour cela que l'école maternelle a une importance considérable dans le développement de chacun. Donc, si l'école maternelle ne peut évidemment résoudre la question sociale à elle seule, en revanche, elle a un rôle de premier plan pour mettre en œuvre des pratiques culturelles qui permettront que s'actualise concrètement dans le réel cette égale capacité à apprendre et se transformer. Donc, ce qui signifie aussi que les difficultés qui sont inhérentes à tout apprentissage ne relèvent plus ou ne relèvent pas de manques telles qu'elles sont actuellement conçues, mais bien de pratiques culturelles différentes, plus ou moins en phase avec celles de l'école. C'est donc bien une approche culturelle des apprentissages, et dans une approche culturelle de ces apprentissages que les difficultés peuvent être surmontées et non dans des remédiations qui s'avèrent inopérantes et renforcent les différences. Un autre aspect, donc comprendre les difficultés, affirmer la capacité de tous à apprendre, et pour cela définir ce que devraient être les fondamentaux de cette école maternelle, en réfléchissant sur ses missions. L'école maternelle doit organiser le passage, la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. C'est de la responsabilité de l'école et certainement pas des familles comme c'est actuellement le cas. C'est-à-dire que actuellement, sans qu'ils soient réellement nommés, mais les prérequis semblent s'imposer, comme le montrent par exemple ces évaluations en petite section, qui signifient qu'il faudrait être élève avant que d'être entré dans les apprentissages scolaires. Donc les enfants ne peuvent inventer ces outils. Il s'agit donc de redonner à l'école sa fonction, qui consiste à éviter tous ces malentendus qui s'accumulent de façon à ce que les enfants s'acculturent dans le cadre scolaire à ce qu'il leur sera nécessaire pour poursuivre leur chemin d'élèves, mais pas seulement. Donc, cette rencontre entre le milieu d'origine et le milieu scolaire est une confrontation culturelle entre des représentations, des goûts, des pratiques, des intérêts qui ne sont absolument pas naturels, mais qui sont construises et qui nécessitent que l'école les prenne en charge pour tisser des relations entre le hors l'école et le dans l'école, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas des ruptures radicales, violentes, sans signification, lorsque l'on a 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc première chose, la transition, qui est une des missions entre milieu familial et milieu scolaire, qui est une des missions de l'école maternelle. Deuxième chose, qui est au cœur de mon intervention, les apprentissages conçus comme pratique culturelle, dans lesquels se trouvent d'ailleurs tous les enfants de cet âge-là, entre 2 et 6 ans, dont on peut constater qu'ils sont dans une espèce de curiosité insatiable sur
ce qu'ils découvrent dans leur quotidien. Et donc la fonction de l'école, c'est bien de s'appuyer sur cette curiosité, de l'exercer sur des objets qui ne sont plus choisis par les enfants eux-mêmes, mais qui relèvent effectivement de la culture scolaire. Et l'on voit bien là que les apprentissages technicistes ne peuvent évidemment satisfaire un projet d'ouverture au monde. D'autant plus s'ils deviennent, comme ils le sont actuellement, une étroite propédeutique à l'accès à l'élémentaire dans des fondamentaux définis par Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire une vision complètement réductrice de ce qu'est l'acculturation et un renoncement de fait aux missions fondatrices de l'école maternelle qui se trouve réduite à une technicité afin de satisfaire aux évaluations en CP, c'est-à-dire convaincre la population que le système tel que défini est le meilleur possible. Donc, on est bien dans une démarche politique, au sens large du terme, où les enfants, il y a une espèce d'instrumentalisation de cette école dans une perspective de sélection qui ne s'affirme pas comme telle, mais qui s'organise dès la petite section, quand ce que devrait être cette première école, c'est-à-dire l'entrée dans une aventure culturelle, et qui l'est d'ailleurs pour nombre d'enfants en connivence avec l'école, où peuvent être convoqués tout ce qui constitue l'enfance et qui participe à son développement, à savoir l'imaginaire, l'action, la pensée, etc. Et dans une identification d'objets de connaissance, qui peuvent être des disciplines. Bref, en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas d'apprendre un petit bout de comptage qui n'est pas d'ailleurs, qui est d'ailleurs très largement discutable, un petit bout de phonologie pour pouvoir penser le monde, mais bien apprendre à tisser des liens qui sont indispensables immédiatement et par la suite. Et qui, en plus, vont participer à la mobilisation dans les apprentissages. On voit bien combien ce que nous coutume d'appeler le décrochage existe dès la petite section, où l'on voit ces regards vides d'enfants qui attendent que l'heure passe. Et ce n'est pas eux qui décrochent, c'est l'école qui ne crée pas les conditions pour accrocher tous ces enfants, c'est-à-dire leur faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer là où ils se trouvent. Et il y a une nécessité qu'ils soient en sécurité, mais la sécurité est toujours pensée sur le plan psychologique, rarement sur le plan cognitif, sur le plan culturel ou sur le plan social. Donc, plutôt que avoir une vision très réductrice et très péjorée de ce que sont les enfants issus des classes populaires, il s'agit bien de les appréhender comme sujets pensants qu'ils sont et qu'ils expriment d'ailleurs quand ils le peuvent, et qu'ils soient écoutés à cette hauteur-là. Mise en confiance sur le plan cognitif. Excuse-moi, tu peux conclure? Je vais arrêter. Voilà, bon, pardon. C'est ça. Voilà, donc la dernière chose aussi, et qui a été largement développée par Adrien, c'est le rôle du collectif, qui est l'apprentissage, débat, de la confrontation d'arguments et de la coopération et de la solidarité, indispensable chez les très jeunes enfants. Désolée Christine de t'avoir peut-être un peu frustrée dans ton… Non, mais c'est moi qui ai débordé largement, j'en ai bien conscience. On voudrait garder quand même suffisamment de temps pour donner la parole à tous. Donc, on dispose d'environ 50 minutes avant de passer de donner la parole à Laurence pour synthétiser nos échanges et nos propos. Eh bien, donc, un mot quand même pour revenir sur ce que disait Christine. J'ai beaucoup aimé école maternelle, première école et entrer dans l'aventure, dans une aventure culturelle, l'entrée dans une aventure culturelle. Voilà
une définition à méditer et surtout à faire vivre. Je vois que Marc Bazaco souhaite intervenir et puis n'hésitez pas, vous levez la main donc en utilisant le bouton réaction, levez la main si vous voulez intervenir. Nos 4 premiers intervenants peuvent, alors bon, 3 puisque notre ami de la FCPE est obligé de nous quitter, mais vous pouvez bien sûr redemander la parole si vous souhaitez compléter votre propos également. Alors, on donne la parole à Marc qui s'est inscrit. Oui, alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais m'attacher essentiellement sur quelques mots qui me semblent très forts. J'ai entendu réinventer l'école. Personnellement, ça me questionne parce que je ne vois pas en quoi on devrait réinventer une école qui a été créée pour être l'école de la République, c'est-à-dire pour former le citoyen, pour l'émanciper, à travers les moyens, et là je rejoins mon camarade du SNUIPP, à travers les moyens qu'on peut donner aux acteurs chargés de cette mission, c'est-à-dire les enseignants, pour mener à bien effectivement la mission qui leur est confiée. Donc je crois qu'il faut revenir surtout au logiciel de l'école de la République, qui est un logiciel qui veut élever, qui veut faire que le jeune s'élève pour devenir citoyen, émancipé, et pour pouvoir, à un moment donné, je reviens à l'essence là, à un moment donné, être électeur, c'est-à-dire avoir une liberté de choix et de savoir pourquoi il fait ses choix, donc de pouvoir s'engager. Le mot est fort, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'un citoyen s'engage dans une culture commune qui est la culture de la République, et l'école est chargée d'installer cette culture commune qui forme le citoyen au-delà de ce qui différencie les individus et qui constitue, je dirais, bon, je vais prendre un mot peut-être un peu fort, mais qui constitue leur croyance, voilà, on va dire, hein, ce dont ils sont persuadés et qui, après tout, reste respectable, mais ce n'est pas ce qui fait l'humanité, ce n'est pas ce qui fait qu'on se retrouve dans une unité à un moment donné. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une unité, c'est ce collectif, c'est le milieu contenant qui est indispensable, c'est-à-dire l'adulte qui, au milieu, ne dicte pas ses vérités, mais dicte la culture commune, installe la culture commune nécessaire à construire une société où l'égalité des droits et des chances est envisageable. Et donc, ça, c'est important. Donc, réinventer l'école, c'est un terme qui me dérange un peu. Je dirais plutôt, moi, réinstaller l'école sur sa mission démocratique et sa mission d'émancipation. Ce qui rejoint d'ailleurs les discours des uns et des autres, des intervenants qui sont tous passés, puisqu'en quelque sorte, c'est ça qu'ils nous ont dit. Alors, la place des fondamentaux, quand on disait dans le temps, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter, ça contenait tout ça. Ça contenait tout ça, c'était les fondamentaux qui allaient permettre, parce qu'on allait disposer d'un certain nombre d'outils, d'instruments, donc de pouvoir aborder effectivement les enseignements, chacun à son rythme, comme ça a été dit, hein, chacun à son rythme, avec la bienveillance de l'enseignant, et donc l'importance du collectif là aussi, hein, c'est pas seulement parce que c'est dans le collectif qu'on se développe et pas devant un écran, mais aussi parce que le collectif est encadré par un éducateur, un enseignant. Et là, ça me conduit à dire que ce milieu contenant dont je parle, qui existe dès la maternelle et peut-être plus fortement encore en maternelle, même encore aujourd'hui que dans l'élémentaire, ce milieu contenant, il doit commencer à la famille. Ça a été très bien dit tout à l'heure. La famille, l'école maternelle fait la transition entre l'éducation familiale et la liaison avec l'école élémentaire. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait eu un milieu contenant, donc je parlais pour l'école, dans la famille. Et si ce milieu contenant n'existe pas, et malheureusement, le handicap social au sens le plus large possible, pas simplement le handicap social sur le plan de la pauvreté économique,
mais le handicap social sous toutes ses dimensions, c'est-à-dire en fin de compte une famille qui ne contient pas, ne crée pas cet environnement pour ses enfants. Donc ce milieu contenant qui n'existe pas, et on ne peut que le constater, on n'a pas de prise là-dessus, ne permet pas de cette transition de manière, je dirais, linéaire, de manière progressive. Alors, comment rétablir ce milieu contenant entre la famille et la maternelle? Eh bien, il faut une petite enfance, et il faut créer un service public de la petite enfance ouvert à tout le monde, qui fasse que chaque famille qui a du mal à élever ses enfants au sens étymologique du terme, à les faire grandir, qui a du mal, et pas forcément à les nourrir, à élever ses enfants pour les faire grandir dans le sens que je disais, dans le sens de la République, dans le sens des valeurs que nous partageons tous, quelles que soient nos origines, puisque nous sommes dans une nation, comme ça a été très bien dit, qui revendique l'égalité, la liberté, l'égalité, qui sont deux valeurs un peu antagonistes, parce que l'égalité aurait tendance à limiter la liberté, mais grâce à la fraternité, que nous devons installer dans le collectif. Et donc, Marc, est-ce que tu peux arriver je vais terminer. au terme? Oui, je vais terminer là. Je vais conclure. Et grâce à cette fraternité que nous devons installer, effectivement, on peut arriver à promouvoir ces valeurs républicaines. Alors, cette fraternité, il faut l'installer dès la petite enfance. Alors, la petite enfance, si on laisse les enfants, je termine comme ça, si on laisse les enfants dans la rue, je caricature, hein, si on laisse les enfants dans la rue, on ne crée pas un collectif, on crée une communauté. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Alors, merci Marc. Donc, tu nous proposes plutôt de renouer avec le projet de l'école de la République plutôt que de réinventer l'école. Et tu évoques, tu es peut-être le premier à évoquer d'autres lieux d'éducation qui est, par exemple, le service public de la petite enfance, dans le sens où l'école ne peut pas tout, probablement. Nous en sommes persuadés. N'oubliez pas, Marc, d'enlever votre main lorsque vous avez fini de prendre la parole aussi. Véronique Ezrati, à toi. Bonjour, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'intéresse à l'école depuis à peu près 20 ans et j'ai une approche systémique, c'est-à-dire une vision globale de l'école. Et je pense que j'étais la première à dire qu'il faut aller vers les finalités, définir la gouvernance et faire confiance aux enseignants. Et ça, il y a plus de 15 ans et je l'ai martelé sur tous les réseaux sociaux pendant longtemps. Je suis aussi au niveau de l'école, connue sur le nom de Viviane Micot. Donc, c'est un nom qui est connu, qui est un peu… Véronique est très… est assez arrondie dans les propos. Viviane peut être beaucoup plus critique, surtout quand c'est des histoires de blocage autour des dogmes. Et je connais l'école parce que j'ai été impliquée dans une association de parents d'élèves au niveau collège. Donc, j'ai fait toutes les commissions qui peuvent exister à 4 ou 5 par semaine, les commissions d'appel. Donc, je connais très bien le fonctionnement d'un collège.